Donc, dans cette série consacrée au président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, cette semaine, parce qu'il n'y a pas de rencontre la semaine prochaine, cette semaine, nous allons examiner la présidence d'un des plus grands présidents de la Société. Tout au moins, un de ceux qui aura marqué le plus l'histoire du Québec. On parle d'Olivard Asselin, qui est le plus grand journaliste de l'histoire du Québec, le journaliste dont on continue de s'inspirer dans les différentes salles de presse. C'est sans doute l'homme qui possédait le plus la langue française et le plus pamphlétaire, c'est-à-dire que ce n'étaient pas des articles qui ne faisaient que rendre compte, c'est un homme qui interpellait les autorités. Vous allez voir, c'est tout un personnage. J'ai appelé cette causerie « Un président dans la tempête », puisqu'il y a quelques présidents, il n'y en a pas beaucoup, sur 175 ans, mais il y a quelques présidents qui ont dû quitter leur poste à cause de pression de la base, et Olivard Asselin est un de ceux-là. À un moment donné, les membres de la Société lui ont dit « Vous devriez quitter vos fonctions », et il va les quitter. Il ne sera pas le dernier. Je vous rappelle que Ludger Duvernay, qui fonde la Société en 1834, ne deviendra président qu'en 1852. Puis qu'à la première réunion du Conseil suivant l'élection de Ludger Duvernay, le Conseil n'a pas quorum. Il faut être capable de comprendre ce que ça veut dire. Ludger Duvernay, c'est un homme controversé. Olivard Asselin l'a été beaucoup plus. Donc, Olivard Asselin, il naît en 1874 à Saint-Hilarion de Charlevoix et il mourra à Montréal en 1937. Il vivra 63 ans. Son père était un libéral et vous vous souviendrez que dans nos causeries passées, on a eu l'occasion de comprendre qu'être libéral à la fin du 19e siècle au Canada français et au Québec, c'était révolutionnaire. Être membre des libéraux en 1870, c'était comme être membre d'Al-Qaïda aujourd'hui. Je vous le dis, ni plus ni moins. C'était même pire, parce qu'un libéral, il allait en enfer. Il était certain de ne pas aller au ciel. Il était excommunié. Il ne faisait plus partie de la communauté catholique. Donc, il ne faisait plus partie de la paroisse. Jusqu'à ce que le pape Léon XIII, à la toute fin du 19e siècle, vienne donner la permission aux catholiques du monde entier d'être libéraux. Avant ça, on n'avait pas le droit. Les patriotes sont les fondateurs du Parti libéral. Les rouges, les patriotes, les Papineaux, c'est eux qui fondent le Parti libéral. Et qui dit libéral, en cette fin de siècle, dit anticlérical. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, être anticlérical. Mais être anticlérical en 1880, en 1890, en 1900, en 1910, en 1920, 30, 40, 50, 60, c'était énorme. Nous autres, on a tout jeté en même temps, là, dans ce qu'on appelle la Révolution tranquille, au milieu des années 60. Tout ce qui est venu avant, ça ne valait rien. On a tout jeté ça. On s'imagine que l'histoire commence avec l'élection de Jean Lesage. Il y a ici, dans les documents rares, là, j'ai la première brochure consacrée à Antonio Barrette. C'est un homme important, il va faire débarquer un archevêque de Montréal, lui. Ce qui est quand même pas rien. Donc, en 1900, être libéral, c'est audacieux. Moi, je viens d'une famille libérale, puis c'était pas drôle, les libéraux sortaient des églises parce que les curés disaient, pas partout, mais souvent, l'enfer est rouge, le ciel est bleu. Donc, vous ne votez pas libéral. Olivard Asselin, son père, qui s'appelle Rieule, R-I-E-U-L-E, de Saint-Hilarion, dans Charlevoix, derrière Saint-Urbain, derrière Saint-Aimé-des-Lacs. C'est la patrie de François-Albert Angers, qui sera notre président de 1969 à 1973 et qui est mort il y a même quelques jours après Bourgault en 2003.
Eh bien, c'est dans Charlevoix qu'il naît, Olivard Asselin. Et son père, très rapidement, va l'inscrire comme étudiant au séminaire de Rimouski, l'autre bord de la rive. Et pendant qu'il étudie au séminaire, c'est un étudiant qui n'est pas... il est brillant, mais il est dissipé. Il va quitter le collège, il va rester dans une pension de famille à Rimouski. Puis là, il va se mettre ami avec des Franco-Américains. Les Franco-Américains, on n'en parle plus aujourd'hui, sauf qu'ils sont actuellement 4 ou 5 fois plus nombreux qu'au Québec, ce qui est bien du monde, dont la plupart sont assimilés. Mais autour de 1900 et un peu avant, il y a une vitalité franco-américaine très, très forte. Rappelez-vous, aux fêtes de 1874, à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, ici, ils viennent 18 000 des États, par train entier, participer à l'anniversaire de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Il y avait 3, 4, 500 Sociétés Saint-Jean-Baptiste aux États-Unis. Ici, on ne dépassera jamais les 15-20. Il y en aura 500 là-bas. Ça vous donne une idée. Les Franco-Américains vont vouloir se battre pour défendre Riel. Alors ici, on va dire non, 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 il faut se calmer, puis il y aurait moyen de faire autrement, puis de s'arranger. Les radicaux étaient chez les Franco-Américains parmi les nationalistes. Comme les radicaux étaient à Québec jusqu'à Papineau. À l'intérieur du Parti patriote, à l'intérieur du Parti canadien, c'est à Québec que sont les radicaux. Les gens de Montréal, y compris le père de Papineau, vont surtout, à ce moment-là, être amis avec les marchands anglais. Le nationalisme, il part de Québec à ce moment-là. Il va s'en venir à Montréal, bien sûr, par la suite. Donc, Olivard Asselin, par ses camarades du cours classique, qui était un cours qui durait 8 ans à l'époque, et ainsi de suite, on présente les États-Unis comme le pactole, comme le Pérou, vous savez. Ici, et c'était en France comme ça, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était aussi pire. Moi, quand j'ai étudié à Paris, quand on disait américain, c'est comme si on disait la Lune, là. Mais pour nous, c'était comme ça. Hein. Le Québec s'est vidé entre 1830 et 1900. 1 million. C'est du monde, ça, des paroisses entières. Donc, Olivard Asselin va s'installer aux États-Unis. Une vingtaine d'années, vers 1894-95. Et là, il commence dans le journalisme. Il est vraiment, à plusieurs égards, une espèce de réplique de Ludger Duvernay. Il va fonder des journaux partout, où il va travailler pour des journaux. Il va travailler au Protecteur canadien à Fall River. Il va travailler au Jean-Baptiste de Pawtucket. Il va travailler à la Tribune de Woonsocket. Vous savez, le Rhode Island est habité à 50% par des Canadiens français à ce moment-là. Le gouverneur du Rhode Island, c'est un Québécois, il s'appelle Aram Potier, puis c'est un ami d'Olivard Asselin. Donc, beaucoup d'États de la Nouvelle-Angleterre sont contrôlés par des Canadiens français. Olivard Asselin s'installe aux États-Unis. Il fait carrière dans le métier de journalisme. Il a eu toutes sortes de jobs. Il a travaillé dans une filature. Il était porteur d'eau. Mais il va découvrir la bibliothèque de Fall River et il va lire tous les livres de la bibliothèque de Fall River. Tous les livres. Ça va faire de lui un grand spécialiste de la langue française. En 1900, il s'en vient à Montréal. Il a 25-26 ans. Il revient au Québec. Et il est nommé secrétaire du ministre des Travaux publics du Québec, qui s'appelle Laumer-Gouin. Nous allons voir dans quelques minutes quelle fut l'aventure de ce président qui revient au Québec en 1900, qui devient président de la Société Saint-Jean-Baptiste en 1913 jusqu'en 1914. Et là, il chicane avec l'évêque et on l'expulse de la présidence. Il fonde des journaux avec Bourassa. Il devient, il occupe des postes importants à l'intérieur du mouvement nationaliste. Et en 1917-16, il s'enrôle dans l'armée alors que tous les nationalistes sont contre l'enrôlement. Il s'enrôle, il monte un régiment sur pied, il va se battre pour défendre la France. Il revient et
il rentre en communauté. Il fait réinstaller au Québec les frères de Saint-Jean-de-Dieu qui forment l'hôpital de la Merci. Il meurt en 1937. Il est enterré dans la soutane au cimetière de l'Est. Et vous avez là un homme dont la vie n'aura été que sujet de controverse d'un bout à l'autre.